exclusif, va-t-on dire? C'est moi qui plutôt ai l'honneur, voilà, d'être l'invité de cette chaîne que nous adorons tous, Afrique Média, ses panélistes, son directeur et tous les téléspectateurs de l'Afrique qui nous écoutent de là et du monde entier. En tout cas, c'est notre maison et c'est un plaisir que j'éprouve de me soumettre à vos questions. Et je vous remercie et je remercie les panélistes qui sont là et qui m'ont présenté leurs condoléances. C'est vrai que ce sont des périodes difficiles pour moi depuis 3 mois. J'ai perdu ma soeur, mon frère, mon grand frère et avant-hier encore, mon grand frère qui avait fait toutes les courses pour qu'on enterre celui qui est décédé en juillet dernier, 1 mois, jour pour jour après, a rendu l'âme hier. Mais bon, vous savez que les épreuves, c'est pour les champions. Voilà. Donc, c'est que vous ne pouvez pas changer, vous vous adaptez. Très bien. Voilà. Donc, je vous remercie. Même, beaucoup avaient demandé que je puisse reporter cette émission, mais entre mes responsabilités, voilà, des leaders, et mes ressentiments et mes difficultés familiales, moi, j'ai tout de suite établi donc, une ligne. Donc, je fais la différence entre mes responsabilités et puis mes problèmes de famille. Je suis là parce que ma nation m'appelle. Je vous remercie. En tout cas, une fois de plus, nos condoléances, Charles Blé Goudé. Eh bien, on parle directement et la chance, nous constatons, ne vous sourit visiblement pas. Vous voici radié de la liste électorale dans votre pays, avec à vos côtés votre mentor, le président Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez à cela? Oh, mais écoutez, M. Bachir, je suis un peu désolé, voilà, de constater tout cela, attristé de constater tout cela. Que citoyen que je suis, je constate malheureusement que mon nom n'est pas sur la liste, et cela de manière irrégulière, à mon sens. De cette liste en vertu de la loi et donc à la régulière, qu'en dites-vous? Oh, vous avez parlé de loi. Moi, je suis attaché aux lois. Quand je dis que je suis attaché aux lois, je parle du respect des lois. Voyez-vous, le directeur de la commission électorale, j'allais dire le président de la commission électorale, a dit tout net que j'ai été radié de la liste électorale de mon pays parce que j'aurais été condamné par contumace. C'est vrai, j'ai été condamné par contumace. Mais voyez-vous, le problème en Afrique, c'est que nous refusons de respecter les lois que nous sommes fixées libres. Et je m'en vais vous lire l'article 25 du Code de procédure pénale de la Côte d'Ivoire, mon pays. Et je lis. Est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace, ou si vous voulez, in absentia, comme le disent les lacs, et qui n'est pas ou n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire de la part du ministère public ou du condamné lui-même, c'est-à-dire moi. Vous voyez? Donc ici, la loi de notre pays nous dit que est considérée comme définitive toute condamnation autre que la condamnation par contumace. Or, j'ai été condamné par contumace, c'est-à-dire in absentia, lorsque je n'étais pas là. Et la loi dit qu'une telle condamnation ne peut être considérée comme définitive. Lorsque la question est posée au même président de la CEI, il va dire, et je cite, que chaque année, le ministère public, c'est-à-dire l'administration juridique et judiciaire de mon pays, transmet à la commission électorale la liste des citoyens ivoiriens qui ont été condamnés définitivement et qui ont perdu leurs droits. Fin de citation, M. Bachir. Alors, est-ce que cela signifie tout simplement que le président de la CEI est en contradiction avec les lois de la République? Il est en flagrante contradiction avec les lois de la République. Ma radiation est celle du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est une radiation non conforme à notre loi. Donc, illégale.
C'est tout. Et il faut donc lui demander de remettre sur la liste, moi, mon nom et le nom du président Gbagbo. Donc, comme aujourd'hui, je parle à mon nom, je dirais mon nom. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en dehors de cela, que comptez-vous faire donc pour que cela soit rétabli, vu que vous n'êtes pas au pays, vous êtes à l'extérieur et vous n'avez, disons pas, le contrôle d'un certain nombre de choses dans le pays? Demandez-moi plutôt, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Depuis vendredi, mon parti politique, le COJEP, a déjà fait recours. Le recours a été fait à Yopougon, qui est le quartier où j'habitais, et à mon bureau de vote au groupement foncier. Une lettre a été écrite pour saisir le président de la CEI. Ainsi donc, nous lui avons carrément dit que cette radiation est non conforme à la loi, elle est illégale, il faut donc réinscrire le nom de Charles Blé Goudé sur la liste. Et je pense que cela a été publié et tout le monde le sait pour que nul n'en ignore. Alors, j'ai déposé un recours. Moi, je suis attaché aux lois, je suis la loi, et j'ai déposé un recours. Donc, j'attends le retour pour que le débat s'engage. En tout état de cause, je ne compte pas accepter que la loi soit manipulée comme ça, et parce que ce n'est pas acceptable. C'est moi, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, qui suis radié de la liste. Mais j'ai d'autres amis qui ne sont même pas connus, mais qui ont déjà voté en 2010, ont déjà voté en 2015, et qui subitement se voient disparaître de la liste électorale. J'ai un autre ami qui a même appelé quelqu'un qui connaît à la CEI, à la commission électorale, à qui il a dit, mais je ne vois pas mon nom. Et le gars lui dit, appelle-moi vers 17h. Il appelle à 17h et il lui dit, bon, regarde, consulte la liste. Il consulte la liste et son nom y est à nouveau. M. Bachir, c'est une liste manipulable à souhait, donc qui ne peut pas nous amener à des élections crédibles. Ai-je parlé? Je vous remercie. Alors, ça veut dire que ça ne peut pas être l'omission, mais qu'adviendrait-il si, au demeurant, vous n'êtes pas rétabli dans vos droits? Oh, je ne veux pas aller trop vite en besogne. Vous savez que la précipitation est source d'erreur. J'ai dit, je vais vous tenir le même langage que j'ai tenu quand je suis arrivé ici à La Haye. Ici, quand je suis arrivé, il y a une opinion qui considérait que tout Africain qui arrive à La Haye est déjà condamné avant même d'être jugé. On disait même que c'est un voyage de non-retour. J'avais dit au juge que je suis venu. Si je suis jugé pour ce que je suis, si ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, alors je repartirai dans mon pays, je serai libéré. Sébastien, moi j'ai été libéré. Je suis encore assis ici et je dis, si la loi est dite, mon nom sera réinscrit sur la liste électorale. Et j'ai posé le recours, j'ai confiance à la justice, j'attends. Si ce n'est pas fait, nous allons aviser et le monde entier en sera témoin. Merci. Moi, je ne connais que la démocratie, je ne connais que les voies des règles. Défendre Charles Blé Goudé, il serait mieux que vous soyez au pays. Et pour y être, il vous faut un passeport. Alors on sait que le président Laurent Gbagbo a introduit une demande de passeport. Avez-vous fait la vôtre? Sinon, pourquoi? Merci. Non, je n'ai pas encore fait des demandes de passeport. Et je vais vous expliquer. Le président Laurent Gbagbo a déposé une demande de passeport. D'abord, diplomatique, en sa qualité d'ancien président de la Côte d'Ivoire. La loi lui donne donc droit à ce passeport. Selon le communiqué produit par son avocat que nous avons lu, il ne lui a pas été fait droit. Ensuite, humble qu'il est, il s'est rendu donc dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Belgique où il réside pour faire la demande d'un passeport ordinaire. Le Conseil des ministres s'est réuni pour un simple passeport. C'est un peu ridicule, mais on va faire avec quand même. Et puis, a décidé que le président Gbagbo, en tant que citoyen, a droit à son passeport. M. Bachir, pourquoi vous voulez que moi je me précipite pour aller faire une demande de passeport? Moi, je suis comme la corde qu'on a pris pour attacher le fagot pour l'envoyer ici. Donc, quand le fagot bouge, la corde bouge avec le fagot. Le jour où on va donner le passeport du président Gbagbo,
immédiatement, moi, je vais demander à ce qu'on me donne le mien. Parce qu'on est venu ici pour la même cause, pour la même raison, et c'est les mêmes personnes qui nous ont envoyés ici. Et puis le jour où on me dira que aujourd'hui nous sommes dimanche, le président Gbagbo rentre mardi à Abidjan, je prends mon petit baluchon et je vais en Belgique et puis bon, il y a mon président. Non, on va partir. Où est le problème? Donc, moi, je ne suis pas pressé du tout. Voilà. En tout cas, on voit très bien le schéma, Charles Blé Goudé, et on vous comprend. Mais il faut bien le dire, malgré toutes ces injustices, ces déboires, vous continuez toujours à tendre la main, parce qu'on sait que vous avez tendu la main, y compris au président Alassane Dramane Ouattara. Oui, voyez-vous, quand vous voulez faire la politique, vous entrez en politique, si vous êtes attaché à des valeurs, et vous avez une vision. Ma vision est que mon adversaire politique n'est pas mon ennemi. Ma vision, c'est que je suis attaché au respect des institutions de la République. Je suis venu ici pour répondre d'accusations graves, consécutives à la crise post-électorale de mon pays. Écoutez, moi, j'ai été acquitté. J'ai demandé au président de mon pays, aux autorités de mon pays, que je vais rentrer chez moi. Pour moi, il n'y a pas une autre voie que la voie du dialogue. Ce sont mes valeurs. Et c'est pourquoi j'ai tendu la main. Et quel que soit ce qui se passe, moi je tends toujours la main. Parce que moi je pense que j'ai tiré les leçons de la crise que mon pays a vécue. On ne peut pas continuer dans la belligérante permanente. Il faut qu'on passe à autre chose pour qu'on laisse derrière nous la crise ivoirienne. C'est pourquoi j'invite encore une fois de plus les autorités de mon pays à accepter qu'on s'asseye pour discuter. Parce que M. Bachir, qu'on discute aujourd'hui ou qu'on discute demain, on finira toujours par s'asseoir pour discuter. C'est pourquoi je ne manque aucune occasion pour lancer cet appel. Ce qui n'est pas preuve de faiblesse. Beaucoup ne le comprennent pas. Mais je pense qu'au lieu de compter les morts, je préfère compter des jours de discussion avec le régime en place. C'est tout. Alors, c'est vrai que votre démarche, elle est assez salutaire, mais il faut aussi comprendre, Charles Blé Goudé, qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont vu d'un très mauvais œil vos félicitations adressées au ministre Ahmed Bagayoko, qui est aujourd'hui Premier ministre. Alors, comment vous expliquez cela? Je voulais d'abord faire la différence entre l'individu Ahmed Bagayoko et à M. Ahmed Bagayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Moi, Charles Blé Goudé, je pense que je comprends ceux qui ne sont pas contents, et je comprends ceux qui ne l'ont pas compris, et ça, il ne faut pas que je rejette du revers de la main leur mécontentement. Mais leur mécontentement est même le signe et la preuve de ce que nous vivons une situation politique délétère, où les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Dans un tel contexte, quand vous félicitez le Premier ministre de ce pays qui vient d'être nommé, évidemment, les victimes ou ceux qui ont été victimes des pratiques d'un tel régime peuvent ne pas être contents. Je suis un leader politique. Je pense que c'est notre devoir d'orienter les choses. C'est notre devoir de faire en sorte que cette année 2020, on ne puisse plus compter des morts. J'ai félicité le Premier ministre de mon pays, pas pour ce qu'il fait. Non, 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 non. Moi, je suis capable de féliciter un adversaire et de critiquer ses actions. Cela est très important. Faire la politique autrement, je l'ai apprise par ailleurs. Je suis élève du président Laurent Gbagbo, homme d'ouverture, homme attaché aux institutions de la République, homme attaché à la démarche élégante politique, même si ses adversaires ne le comprennent pas ici. Mais c'est de cette école-là que je sors. Et c'est avec ces valeurs-là que je compte faire la politique. Ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, je continuerai de leur parler et un jour, ils finiront par me comprendre. Un professeur, dans un amphithéâtre, a affaire à 3 catégories d'étudiants. Ceux qui comprennent tout de suite, ceux qui ont besoin d'étudier pendant longtemps avant de comprendre, et ceux qui ne comprennent jamais. Mais cela ne va pas amener le professeur à abdiquer. Il va continuer de donner le cours, de donner le cours, de donner le cours. Et c'est ce que j'essaie de faire, le cours sur le dialogue et le respect de l'adversaire. Je vous remercie.
Pardonnez mon insistance, Charles Blé Goudé. Vous savez, votre ligne politique est jugée par certains Ivoiriens de non lisible et parfois très incompréhensible. En tout cas, pour beaucoup d'Ivoiriens qui nous écrivent parfois. Quel commentaire vous faites à ce propos? Je le comprends. Je le comprends et je ne vais pas abdiquer. Je ne vais pas changer cette ligne parce que c'est ma ligne. La ligne de mesure. Une ligne qui découle de la compréhension de la crise que notre pays continue d'ailleurs de vivre. Et une ligne qui veut sauver des vies humaines. Une ligne dont l'objectif est de faire en sorte que tous les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire puissent enfin voir qui est pour le dialogue et qui est pour la violence. M. Bachir, j'ai été présenté au monde entier comme un criminel. C'est-à-dire comme le contraire de ce pourquoi je me suis battu toute ma vie. Cela fait 10 ans que je suis ici à La Haye. Je souhaite, pour une fois, que l'occasion soit donnée à tout le monde de savoir que quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui a fait 14 mois à la DST, qui a subi tout cela, n'a qu'un seul mot à la bouche, le dialogue, le dialogue. Je demande à mes concitoyens de me rejoindre sur la voie du dialogue pour que les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire soient posés et qu'on ne cherche pas une fuite en avant derrière la violence. C'est pourquoi j'ai choisi cette ligne. Elle est la mienne. Je compte toujours la continuer parce que je pense que c'est ça qui est bon pour les Ivoiriens. Je vous remercie. Alors Charles Blé Goudé, parlons à présent de la réforme de la CEI, s'il vous le voulez bien, la commission électorale indépendante. Tout cela fait débat tous ces derniers jours, mais c'est un sujet sur lequel on vous a très peu ou même pas du tout entendu. Alors comment faut-il interpréter ça? Un silence complice ou tout simplement l'attitude d'un homme dépassé par les événements? Vous avez vu juste votre conclusion à mon introduction. Un homme dépassé par les événements. Dépassé par quel événement? Dépassé du fait que des opposants hier, qui voulaient une commission indépendante, qui accusaient la commission électorale en son temps sous le président Gbagbo d'être une commission truffée des amis du président Gbagbo, des camarades de lutte du président Gbagbo, et qui voulaient une commission vraiment libre de tout contrôle de l'appareil politique. M. Bachir, je suis donc surpris qu'aujourd'hui au pouvoir, on veuille le contraire de ce qu'on a souhaité hier. C'est pourquoi je me tais et j'assiste. Il y a souvent des silences qu'il ne faut pas déranger. Ce sont des silences responsables. Et donc, pour moi, cette commission électorale, telle qu'elle est, elle est confligène. Vous prenez des gens qui sont en compétition, qui veulent gagner une compétition. Vous leur demandez à chacun d'entre eux, individuels, candidats indépendants ou des partis politiques, d'envoyer leurs représentants à la commission électorale, avec des voix délibératives. Mais la conclusion est connue. La conclusion ne peut être qu'un conflit. C'est pourquoi moi j'ai toujours souhaité une commission technique qui est en dehors de tous les partis politiques. On demande aux partis politiques d'aller faire campagne et de laisser la commission électorale en paix. Telle a été ma position depuis, telle est ma position jusqu'à aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Vous prenez l'équipe de football, Barça, qui est opposée au PSG. L'arbitre central est du PSG. L'arbitre de touche est du Barça. Mais croyez-moi, pendant que l'arbitre de touche soulève son drapeau, l'arbitre central ne va même pas le regarder. Parce que lui, il est du PSG, lui, il veut que le PSG gagne. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, moi, je ne comprends pas la classe politique ivoirienne. Donc, je suis là. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que je suis un petit illuminé. Donc, je les regarde pour qu'on voit ce que ça va donner. Cette commission est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Je parle.
Alors, vous voulez donc une commission technique, et vous l'avez dit, ça rentre dans les propositions que vous faites pour une bonne CEI? Bien sûr, M. Bachir. Quand j'ai fait cette proposition d'une commission électorale, au sein de laquelle peuvent se trouver des partis politiques, mais avec une voix d'observateur, pas une voix délibérative. C'est-à-dire qu'ils viennent pour avoir un regard sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas à eux d'organiser les choses. On m'a dit, non mais M. Blé, il n'y a pas d'homme neutre en Côte d'Ivoire. Ça veut que... Je dis, mais c'est dangereux. Vous voulez me dire qu'il n'y a plus d'hommes de valeur en Côte d'Ivoire? Désespérons donc de la Côte d'Ivoire alors. Je n'ai pas été d'accord hier. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui de la manière dont cette commission électorale est constituée. Il faut faire en sorte de donner à notre pays une institution crédible qui organise les élections, parce que toutes les crises que l'Afrique vit prennent leur source dans les élections mal organisées. En France, quand on vous dit à 20 h on donne les élections, les résultats, mais à 20 h, c'est les résultats. Et tout le monde se plie. J'ai fait 2 ans en exil au Ghana. Au Ghana, quand la commission électorale apparaît, personne ne parle. Parce que toutes les partis qui sont dans la compétition politique ont confiance dans cette institution-là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi dans mon pays, on veut forcément créer des crises là où il ne devait pas en exister? Pour gagner les élections, ce n'est pas manipuler la commission. C'est un concordant, un projet de société qui puisse répondre aux besoins des populations. Quand on ne le fait pas, on quitte la scène politique. Voilà. C'est pourquoi je suis silencieux et je les regarde. Il y en a qui disent, le Blé Goudé ne parle pas. Oui, je ne parle pas parce que je vais me rendre audible au mot opportun. En conclusion, cette commission-là, il faut la dissoudre, il faut la réformer, il faut la rendre technique et la débarrasser et du poids et du contrôle du pouvoir d'État, mais en même temps du contrôle des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Monsieur Bachir, si vous m'envoyez vous représenter dans une commission, mais moi, c'est à vous que je rends compte. Je dois faire en sorte que votre voix domine là où vous m'avez envoyé. Et l'adversaire, qui peut être votre adversaire, si lui aussi envoie son représentant, mais ce sera le même cafouillage. J'ai peur qu'on puisse rééditer 2010 ou 2011 en pays. Voilà ma position. Une question du téléspectateur, c'est un compatriote ivoirien, il s'appelle Conan, il nous dit, ma question à Charles Blé Goudé, est-ce que votre parti, le COJEP, est représenté à la CEI? Non. Monsieur Bassi, moi je ne dis pas une chose et son contraire. Hein. Moi quand je dis une chose, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. Quand je dis que je ne veux pas que cette commission soit sous le contrôle des partis politiques, mais il ne serait pas constant et logique de ma part que le COJEP y soit. Même si aujourd'hui on donnait une position, une place au COJEP dans la commission, j'aurais refusé avec mes amis. Parce que notre place, ce n'est pas là. C'est pourquoi nous ne sommes pas. Le COJEP n'est pas dans la commission électorale indépendante et n'y sera pas, tant qu'elle sera sous cette forme-là, que nous dénonçons d'ailleurs. Qui est clair. Alors parlons de toute autre chose à présent. Le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a annoncé sa candidature pour un 3e mandat le 7 août dernier. Votre commentaire? Monsieur Bachir, comme tout le monde, j'ai écouté le président de la République le 7 août dernier, parce qu'il s'agissait de mon pays et de l'indépendance de mon pays. 60 ans. D'abord, laissons de côté la candidature elle-même. Venons-en au cadre dans lequel cette candidature a été annoncée. Venons-en au lieu et l'occasion à laquelle cette candidature a été annoncée. L'indépendance, 60 ans pour la Côte d'Ivoire. Là où l'ensemble des Ivoiriens attendent qu'on fasse un bilan du chemin parcouru, de là où nous sommes et du chemin qui reste à parcourir. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait de ces 60 ans, ou pendant ces 60 ans? Qu'est-ce qui a été fait
Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui n'était pas positif? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est dans ce cadre-là que le chef de l'État ivoirien choisit pour répondre aux souhaits de ses partisans. Je n'ai pas trouvé cela élégant. Moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on confonde les tribunes de nos partis politiques et les tribunes d'État. C'est le droit des militants du RHDP ou du RDR de souhaiter que leur champion, leur mentor soit leur candidat. C'est un fait. J'en arrive tout à l'heure. Mais le champion des militants du RDR, à mon avis, pouvait choisir une tribune de son parti pour répondre aux souhaits de ses militants. Donc voilà ce qui concerne le cadre. C'était la même chose quand le chef de l'État ivoirien, mon président, devait annoncer que le CFA était désormais remplacé par l'ECO. Là encore, je n'avais pas compris. Le président de la Côte d'Ivoire n'est pas président de la CEDEAO, n'est pas directeur de la banque, la BCEAO non plus, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je m'étais interrogé en quelle qualité il faisait cette déclaration-là. On était à Abidjan. Je n'ai pas vu autour de lui les autres chefs d'État des autres pays qui utilisent aussi en commun avec la Côte d'Ivoire le franc CFA. Je l'ai vu la seule en compagnie du président français en train de faire une telle déclaration. Le cadre n'était pas bien choisi parce que je pense que ce n'était pas le moment. Ça a été exactement la même chose. On ne peut pas confondre l'ensemble des Ivoiriens, pour parler de la candidature, aux militants du RHDP. J'ai vu des militants du RHDP dans la rue, en train de marcher, pour souhaiter que leur champion, leur mentor soit candidat. Ok, je respecte leur position. Mais je pense qu'il aurait fallu un congrès ou une convention du RHDP pour répondre aux souhaits des militants du RHDP. Voici ma critique et mon observation en ce qui concerne le cadre et le moment. C'est que nous, on attendait, c'est qu'on nous dise ce que notre pays a fait comme parcours pendant ces 60 ans et quelles ont été les faiblesses et ce qui nous reste à faire. Voilà ma première observation. Deuxièmement, le souhait n'est pas souvent en conformité avec ce qui doit être. Donc, la candidature du président Ouattara appelle, à mon avis, plusieurs réflexions. Le respect de nos valeurs. La question est nette. Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? À mon avis, je vais peut-être me tromper, mais ainsi poser la question d'une trilogie. Légitimité, légalité et éthique. C'est-à-dire en organisant des marches à travers les villes de la Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir voulait certainement oindre la candidature de leur mentor d'une légitimité. C'est un fait. Mais est-ce que ce qui est légitime est toujours légal? C'est-à-dire, est-ce que c'est en conformité avec la loi fondamentale de notre pays? Les interprétations ont été faites, ça et là. Non, le compteur était mis à zéro. Ces conseillers juridiques qui avaient, il y a des années, dit que vraiment il n'y a aucune possibilité pour le président de la République de se présenter à un troisième mandat, sont venus dire que non, le président de la République sait lire la loi plus que eux-mêmes, qui sont des juristes. Soit. Maintenant, est-ce que cela est éthique, M. Bachir? Parce que pour moi, un homme, mais surtout un homme d'État, sa grandeur se trouve dans le respect de la trilogie qui existe entre la pensée, la parole et l'acte. À une tribune, face au Sénat, face aux députés, donc à l'ensemble des représentants de l'État et du peuple, le chef de l'État a parlé. Il a été félicité par ses compères, notamment le président français et bien d'autres présidents. Pour revenir des mois plus tard,
pour nous dire qu'il est à nouveau candidat pour des raisons qu'il a suffisamment expliquées. Cela me pose un problème d'éthique. La parole présidentielle, pour moi, elle doit être respectée. Surtout quand le président de la République dit qu'il décide d'être candidat par peur que soit détruit tout ce qu'il a construit. C'est un syndrome de Dieu, ça. C'est un syndrome de Dieu, ça. C'est-à-dire qu'à part le président de la République, il n'y a personne d'autre en Côte d'Ivoire. Monsieur Bachir, si vous m'entendez, vous m'entendez? On vous reçoit très bien. Et d'ailleurs, justement, quand on vous écoute jusqu'à ce niveau, la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que vous craignez donc un regain de violence au regard de ces derniers événements? Mais M. Bachir, avant ça, moi je voulais toujours tout de suite rappeler que nos dirigeants doivent accepter d'être des modèles pour la nouvelle génération. Nous, c'est eux qu'on regarde. Donc quand ils se comportent ainsi, vous savez qu'on est un peu perdu. Je voudrais rappeler pour l'histoire, celui qui a sauvé la France de l'Allemagne en ayant eu refuge en Angleterre, c'est le général de Gaulle. C'est juste qu'aujourd'hui, il resté un symbole en France. Le général de Gaulle n'est plus. Mais la France n'a pas été rayée de la carte du monde. Elle vit et se porte très bien. Quand je prends le voisin, donc le Royaume-Uni, l'Angleterre, Winston Churchill, qui au moment où l'Angleterre est en difficulté, a dit ce que j'ai à vous offrir, ce sont que des larmes et du sang, et qui a sauvé l'Angleterre, et dont le nom est aujourd'hui gravé dans l'histoire de l'Angleterre, mais Churchill n'est plus, mais l'Angleterre vit. George Washington n'est plus, Kennedy n'est plus, mais les États-Unis vivent et sont toujours une grande puissance mondiale. Mais pour venir ici en Côte d'Ivoire, chez moi, celui qui est aujourd'hui considéré comme le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, il n'est plus depuis 1993. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas été rayée de la carte du monde. Alors moi, je ne comprends pas cette conception qu'on réduit la gestion d'un pays, la vie d'un pays à un individu. Voilà ma réflexion sur cette candidature qui a été annoncée à l'occasion de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bachir, voilà ce que je voulais dire. Alors, et il y a une question qui reste en pointillé, celle de regain de violence qui pourrait surgir certainement au vu de tous ces événements. Mais vous avez vu depuis cette annonce-là, on est revenu encore. Ah oui, allez, c'est parti top. Voilà, ceux qui ne sont pas contents sont descendus dans la rue. Et les partisans du président disent, OK, on va vous trouver dans la rue et on va se mesurer. C'est comme si on se retrouvait exactement en 2010. Et ça fait peur. Et c'est la responsabilité des leaders politiques, mais surtout